Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro d'Isère Mag pour découvrir ensemble ce qu'il se cache dans les pages du numéro 53. Aujourd'hui, on a décidé de planter le décor au domaine de Visil, qui se visite bien sûr, été comme hiver, avec son château, son musée et son magnifique parc. Il remporte la palme des lieux les plus fréquentés du département. Gros succès des palmipèdes, vous le verrez, et pas que, avec plus de 800 000 visiteurs chaque année. Pas vraiment un désert touristique, donc le désert n'est pas non plus numérique en Isère. Le département a largement investi ces dernières années pour raccorder 460 000 prises. On en parle juste après le sommaire avec Aurélie Vernet. Elle est vice-présidente du département en charge de la transition numérique et elle m'a accueillie au département. Comme en 1979, l'Alpe d'Huez verra l'été prochain 2 arrivées du Tour de France. Le 25 juillet par l'ascension classique des 21 virages et le lendemain par le col de Sarenne. Et Voiron ne sera pas en reste avec une arrivée et un départ. C'est d'ailleurs au Grand Angle que la 8e édition de l'Isère fière de ses sportifs a récompensé les athlètes et les clubs ayant réalisé un podium au niveau national, européen ou mondial au cours de la saison 2024-2025. 2 expositions qui montrent la richesse et l'histoire du territoire. Briques hydro tout en Lego à la Maison Bergès pour vous plonger dans l'hydroélectricité. Et puis une histoire juive au musée dauphinois pour découvrir les différentes judéités, y compris quelques allusions à l'humour juif. En un peu plus de 20 ans, Internet a complètement bouleversé nos vies. Si les connexions à l'eau et à l'électricité font partie depuis bien longtemps du paysage et de notre quotidien, celles à la téléphonie mobile et au web ont eu besoin d'un grand coup de pouce du département, d'autant que les opérateurs privés ont d'abord choisi de s'intéresser uniquement aux zones les plus rentables, soit à peine 8% du département. En Isère, à partir de 2015, on s'est donc dit qu'il fallait s'y mettre, on s'est retroussé les manches pour accorder 100% des foyers isérois à la fibre optique. On va en parler avec vous, Aurélie Vernet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes conseillère départementale de la Verpillière, vice-présidente du département en charge de la transition numérique. Pendant longtemps, on a parlé d'ADSL, mais ça va disparaître. Oui, c'est ça. Donc on arrive à la fin de l'ADSL. Ça va être la transition vers le 100% fibre. La fibre, c'est quoi ? Alors la fibre, vous savez, c'est un tuyau. Vous voyez, comme vous avez sur la photo, c'est vraiment une technologie qui transmet des données dans un fil de verre. Et donc, dans ce fil de verre, la lumière paraît et donc qui apporte justement un accès au très haut débit. On parle de fibre, on parle aussi de très haut débit, c'est la même chose. Alors, il y a 10 ans, la majorité de l'Isère n'était donc pas câblée. Ben non, il y a 10 ans, en fait, chacun avait accès à la DSL avec justement des zones blanches où il y avait certaines personnes. Effectivement, certains foyers, en fonction de sa situation géographique, n'avaient pas un accès au très haut débit et n'avaient pas un accès de qualité surtout. C'était plutôt des zones rurales, un peu éloignées du centre-ville ? Oui, plutôt, oui, en zone rurale, voire même des zones blanches. Le grand risque, c'est évidemment la fracture numérique. Et voilà, donc c'est pour ça que le département vraiment est sur la fracture du numérique avec l'arrêt de la DSL également, donc travaille fortement pour justement ne pas arriver sur une autre fracture du numérique. Donc c'est engagé sur le déploiement de la fibre en Isère. Les travaux ont duré un peu plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'il a fallu faire en premier ? Ah oui, les travaux ont duré plus de 10 ans. C'est un chantier monumental sur le département de l'Isère. Donc en premier, le département, lui, s'est engagé à faire les travaux de la construction de ce réseau. Donc ce qu'on appelle, nous, la colonne vertébrale. Donc le département a déployé 2500 km de fibre pour s'assurer que toutes les communes de l'Isère aient bien la fibre en Isère. Et puis après, ce sont des câbles, mais ce sont des câbles en majorité enterrés ? Alors sur le réseau enterré qui a été mis en place par le département de l'Isère, c'est 99, on va dire 100% du réseau qui est enterré. Et sinon, ce sont des pylônes, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les pylônes. Non, le pylône, c'est différent. Le pylône est vraiment, c'est pour une téléphonie mobile. Donc là, il est dédié sur les opérateurs téléphoniques. Le réseau fibre a été déployé effectivement en souterrain pour la partie vraiment sur la construction de la colonne vertébrale. Et après, c'est notre délégataire de service public qui est XP Fibre, qui lui a déployé le réseau secondaire, ce qu'on appelle la desserte, donc la fibre jusqu'à la maison, à l'abonné.
D'accord, donc on a fait la colonne vertébrale et puis après la desserte peut aller jusqu'à l'abonné et puis après c'est à l'abonné de prendre contact avec un opérateur. Exactement. Là, après, une fois que l'abonné a la fibre chez lui, il a le choix de prendre l'opérateur de son choix pour avoir la fibre à la maison. Évidemment, des travaux qui durent une dizaine d'années. Parfois, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Il y a quelques aléas, mais finalement, sur le département, on a su créer avec ces aléas des opportunités qui font que l'Isère est même un département pilote. Aujourd'hui, oui, l'Isère est un département pilote. C'est un des plus gros projets de France. Effectivement, on a eu quelques aléas, ce qui a mené un peu de retard, mais aujourd'hui, tout finit bien. D'ici la fin de l'année, nous aurons déployé 460 000 prises. Aujourd'hui, 250 000 abonnés à la fibre. Alors, c'est un réseau très important en termes de territoire, mais aussi de prix. Oui, effectivement, mais en termes de prix, c'est un projet qui a été cofinancé à la fois avec l'ensemble des acteurs publics, que ce soit l'État, la région, le département, les intercommunalités, l'Europe, pour un projet de plus de 300 millions d'euros, et également donc un cofinancement aussi privé de l'acteur privé qui est XP Fibre pour un peu plus de 225 millions d'euros. Donc on est sur un projet qui est assez important, qui est de plus de 500 millions d'euros. Alors évidemment, ça va changer les usages pour les foyers, tout un chacun peut le voir chez soi, mais aussi pour les collectivités et d'autres structures type le SDIS. Oui, maintenant, effectivement, une fois que la fibre est déployée en Isère, aujourd'hui, comme tout le monde a cofinancé, on va dire, cette structure, l'objectif, c'est d'apporter justement le numérique dans chaque territoire. Et donc d'apporter le numérique, des usages du numérique et d'accompagner l'ensemble des collectivités sur leurs projets numériques. Donc ça passe effectivement par la fois le réseau fibre, où on va pouvoir accompagner les collectivités sur notamment une interconnexion de l'ensemble de leurs bâtiments publics, ce qui permet vraiment d'avoir des vraies économies financières. Également, comme vous l'avez dit, le SDIS, où le SDIS également a mis en place un réseau sécurisé, une boucle fermée pour relier l'ensemble de ces casernes. Également, on travaille sur le déploiement de la vidéoprotection. Alors, il y a aussi un autre, en parallèle de tout ça, complémentaire de la fibre, c'est le réseau LoRa. Qu'est-ce que c'est le réseau LoRa ? Alors, le réseau LoRa, c'est un réseau totalement innovant. En fait, le département a été innovant là-dessus parce qu'il est propriétaire d'un patrimoine de point haut qui a été à l'initiative créé pour le réseau radio. Et aujourd'hui, il est mobilisé pour justement le réseau LoRa. Et le réseau LoRa, c'est un réseau de bas débit qui est dédié juste aux objets connectés, ce qu'on appelle l'IoT. C'est-à-dire, comment ça fonctionne, entre qui et qui ? Alors en fait, les objets connectés il y a plusieurs vertus. On est vraiment sur du multi-usage. Il y a une multitude d'usages. Ça peut être à la fois sur de la gestion de la remontée de données, également sur la gestion bâtimentaire pour suivre son énergie. Également, on peut travailler sur l'eau, sur la détection des fuites. Donc, c'est une multitude de cas d'usage. On a déjà des cas concrets d'utilisation, qui sont des projets qui ont abouti là. C'est notamment avec Territoire Énergie Isère sur la partie notamment gestion, pilotage de l'éclairage public. Également avec le partenaire Alp'Isère Habitat sur la gestion des bâtiments. Et donc, on a encore d'autres projets à venir. Et donc, c'est tout l'accompagnement que, justement, le département de l'Isère veut accompagner les collectivités locales et les acteurs publics sur ces nouveaux outils qui vont être à la fois performants, innovants, mais également apporter de l'efficacité pour l'ensemble de l'Isère. Et on peut souligner que cette stratégie a même été notée par la Cour des comptes. Oui, effectivement, elle a vraiment été saluée par la Cour des comptes, la stratégie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met à jour notre nouveau schéma territorial d'aménagement numérique. Merci beaucoup, Aurélie Bernet. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup. Qui dit numérique dit aussi intelligence artificielle, un outil qui s'impose aujourd'hui, notamment auprès des collectivités, mais qui nécessite quelques règles d'usage. C'est pourquoi le département a souhaité accompagner ses agents et élus en créant une IA qui lui est propre, nom de code Iris.
Alors si vous voulez, l'intelligence artificielle est quelque chose aujourd'hui qui est devenu courant, hein, et nous sommes aperçus que les agents du département utilisaient l'intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle externe, hein, type ChatGPT ou autre. Et comme nous avons des données qui sont confidentielles, nous ne souhaitons pas les mettre sur le net. Donc nous avons créé notre propre intelligence artificielle qui fonctionne en circuit fermé, en vase clos, à l'intérieur même du département, ce qui nous garantit cette confidentialité avec tous les avantages d'une intelligence artificielle moderne. À mettre en place, il a fallu le concevoir et on a la chance d'avoir au niveau du département des services qui sont très compétents et qui ont cette capacité à concevoir une intelligence artificielle en interne. Et ensuite, eh bien, il faut malgré tout, et bien que ce soit un outil interne, une charte d'utilisation parce que l'intelligence artificielle peut apporter des dérives et nous souhaitons vraiment, malgré l'utilisation de l'intelligence artificielle qui demain eh bien, va progresser, garder vraiment l'humain au cœur de nos compétences et de nos décisions surtout. Mais que cela ne nous empêche pas de vérifier les infos et plutôt 2 fois qu'une. Et plutôt 2 fois qu'une, c'est ce qui attend également les coureurs et les spectateurs du Tour de France en juillet 2026 à l'Alpe d'Huez. La route qui y mène passe justement pas très loin d'ici. Après 4 ans d'absence, la Grande Boucle revient poser ses rayons dans l'île au soleil. Non pas pour une, mais pour 2 arrivées d'étape, la 19e et la 20e. Avec à chaque fois des ascensions différentes. Les explications d'Alexandre Martinez. En 74 ans d'histoire, l'Alpe d'Huez s'invitera pour la 37e fois au programme du Tour de France, hommes et femmes confondus, une ascension mythique, presque une année sur 2. C'est un très très beau cadeau que nous fait l'équipe d'ASO et Christian Prudhomme. Nous sommes ravis de l'organiser, nous sommes ravis pour nos commerçants, pour la promotion de la station. C'est vraiment une marque de confiance, c'est aussi une marque qui prouve que la montée des 21 virages est quelque chose de mythique, qui fait partie du Tour, qui fait partie de ces étapes qu'on a envie de faire, de suivre. Et en tout cas, de notre côté, nous sommes vraiment très fiers d'accueillir le Tour. De la neige, il n'y en aura pas, mais du spectacle, oui, et doublement. L'Alpe d'Huez accueillera les 24 et 25 juillet 2026, 2 arrivées d'étape, juste avant le sprint final sur les Champs-Élysées. Nous avions envie depuis 2013, en vérité, depuis la 100e édition du Tour, de faire une arrivée du Tour à l'Alpe d'Huez qui ne serait pas par les 21 virages. Mais dans le monde entier, partout, quand on dit Alpe d'Huez, ce sont forcément les 21 virages. Donc ça voulait dire qu'il fallait 2 arrivées. Une classique et une autre par le col de Sarenne, qui seront très complémentaires. La folie, l'enthousiasme, la ferveur, la foule des 21 virages, et puis une autre dans le silence de Sarenne, avant d'arriver à nouveau et de retrouver évidemment la ferveur et la liesse dans les derniers kilomètres, les tout derniers kilomètres. En plus de l'Alpe d'Huez, 2 autres étapes traverseront l'Isère avec des départs à Voiron et à Bourdoisan. Autant de rendez-vous qu'il faudra encadrer, des équipes de police triplées, plus de 130 sapeurs-pompiers mobilisés et des agents du département au diapason. Tout ça est un travail extraordinaire qui mobilise beaucoup de monde, mais tous les professionnels que j'ai rencontrés ce matin eh bien, sont très fiers de le faire. Ça leur crée un stress, mais comme ils disent, un stress positif parce qu'on est heureux de participer à cette belle manifestation. Reste 9 mois de préparation pour donner naissance à 4 enfants, 4 étapes iséroises, dont 2 jumelles de l'Alpe d'Huez, prêtes à entrer dans la légende. L'Alpe d'Huez est le Tour des destins liés, puisque avec ces 2 passages du Tour, la station de Loison connaîtra son 37e passage, hommes et femmes confondus. Pour ne pas se laisser surprendre sur la route en hiver, le département met en place du 15 novembre au 15 mars et même jusqu'au 15 avril en zone de montagne le plan de viabilité hivernale. Sur ces 701 km de route dont il a la charge, dans les 32 centres routiers, 450 agents et saisonniers se tiennent prêts pour intervenir dès que la situation l'exige, que les conditions impactent la circulation. Une opération d'un coût de 6 millions d'euros pour la collectivité quand même chaque année. Dans notre département, je vous le rappelle, les équipements spéciaux sont obligatoires du 1er novembre au 31 mars. Et puis bien sûr, pour connaître les conditions de circulation en temps réel, n'hésitez pas, avant de prendre le volant, de vous rendre sur itinéraire.fr. Notre bison futé à tous.
Le mythe des 21 virages de l'Alpe d'Huez, certains athlètes isérois les ont bien sûr déjà franchis et plus souvent qu'à leur tour. Ça fait un bon petit entraînement. Plusieurs sportifs isérois se sont démarqués cette année avec des médailles et des podiums. Mais au-delà de ça, le département a voulu une fois encore les célébrer lors d'une grande soirée. C'est l'Isère fier de ses sportifs qui s'est déroulée au Grand Angle de Voiron, co-présentée par la vice-championne olympique Mélina Robert-Michon. Ce soir, si je suis ici en tant que président, c'est pour vous dire ô combien nous sommes fiers de vous, fiers de nos sportifs. À chaque fois, moi je le dis parce que ça me paraît important, bien sûr qu'on va célébrer ce soir des podiums, mais pas seulement des podiums, surtout des histoires humaines, des parcours qui inspirent des bénévoles, qui font que vous vous engagez sans compter pour les clubs. C'est un vrai bonheur parce qu'effectivement c'est la récompense de toutes ces personnes qui sont autour des sportifs aussi. C'est aussi la preuve que la politique sportive qui est menée aussi a des résultats. Et puis quelque chose qu'on n'a pas abordé mais auquel je tiens, c'est que tous ces sportifs bénéficient aussi. Ils ont un double parcours scolaire aussi parce que c'est extrêmement important. Ça a été dit par Ange Capioso, on passe par des hauts et des bas, des blessures et il faut pouvoir rebondir et avoir un métier et ça nous y sommes très attachés et les clubs aussi et toutes les fédérations y travaillent et ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement important et essentiel. On a tous quelque chose à y gagner, j'ai envie de dire, en faisant du sport qu'on soit jeune, se créer des amitiés, faire des rencontres, se faire rencontrer les gens qui se rencontreraient jamais sur d'autres terrains que les terrains de sport. Et puis c'est des souvenirs qui se créent pour la suite, c'est aussi des bons réflexes pour la santé. De se dire que quand on apprend à faire du sport tout petit, après on est sûr que derrière c'est quelque chose qui va nous suivre et qui va nous aider toute notre vie. Donc il n'y a que des bonnes raisons à faire du sport. Mais c'est de dire l'excellence du sport en Isère. Et tout ça, c'est dû grâce à quoi? Grâce au club, grâce aux entraîneurs, grâce aux bénévoles, bien sûr grâce aux athlètes, mais aussi grâce à tout ce qu'il y a autour d'eux pour les accompagner. Donc je crois que ce soir, c'est remercier les athlètes, mais aussi remercier les clubs, leurs dirigeants, les bénévoles, les fédérations qui sont autour de ces jeunes et qui font une belle jeunesse qu'on aimerait voir encore plus. L'Isère et son président sont fiers de ces sportifs et on est fiers de notre département. Cette année, 770 champions isérois ont été récompensés. On aura bien sûr un œil sur les Jeux Olympiques de Milan en février et on croise les doigts pour avoir des médaillés olympiques en 2026. C'est à la force de l'eau que l'électricité est apparue, d'abord transmise par les moulins comme ici, puis par les centrales hydroélectriques, à la source de l'essor économique de la région grenobloise. Il est donc logique que la maison Bergès de Villarbonneau s'associe aux célébrations du centenaire de l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme, avec une expo qui parlera aux enfants et à ceux qui ont su le rester. Au pied de Beldonne, l'ancienne demeure des Bergès accueille l'une des expositions temporaires les plus originales de l'année. Briques hydro, de l'eau à l'électricité. L'objectif, retracer en briques Lego l'épopée industrielle d'Aristide Bergès, pionnier de l'hydroélectricité. Au XIXe siècle, grâce au progrès de la métallurgie et aux conduites forcées qui dévalent la montagne, Bergès installe à Lancé ses premières installations. L'eau captée alimente les turbines, puis les dynamos, transformant l'énergie hydraulique en électricité. Pour essayer de mieux parler aux familles, dans cette exposition, on utilise une maquette qui représente un paysage de l'hydroélectricité, qui est un paysage en fait à compléter en famille pour recréer les glaciers, le lac du Crozet dont Bergès exploitait l'eau, jusqu'à l'Isère. À la fin de l'exposition, on devrait avoir une maquette complète réalisée par nos visiteurs.
Des maquettes conçues spécialement pour l'exposition, l'entreprise The Brick Detective de Saint-Étienne-de-Saint-Joire a recréé les centrales, tandis que la société lyonnaise Unibrick a signé les barrages. Pendant l'entre-deux-guerres, les besoins en électricité augmentent et il est nécessaire de penser alors à grande échelle. C'est la grande époque des barrages. On construit en fait des réservoirs d'eau qui vont pouvoir être mobilisés pour produire une quantité d'énergie bien plus importante qu'auparavant. Vous avez à côté de moi le barrage de Grand Maison, le dernier construit dans les années 1980 et qui a la particularité de pouvoir réutiliser l'eau, la repomper et de mobiliser une grande quantité d'énergie en une fois. En seulement 3 minutes, on peut mobiliser l'équivalent d'environ 2 réacteurs nucléaires. Au rez-de-chaussée, la visite se poursuit jusqu'au plan en relief, imaginé par Aristide Bergès et rénové en 2025 pour l'exposition. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir justement en relief finalement le territoire. On peut y voir comme une vue d'oiseau finalement, et on se rend compte des massifs, on se rend compte des reliefs et de la prouesse technique qu'ont représenté ces aménagements hydroélectriques. On imagine ce que ça consistait de monter ces fils électriques à travers la montagne pour continuer et pour que la ligne électrique arrive jusqu'aux usines Bergès de l'autre côté. Merci d'avoir suivi cette visite guidée. Vous pouvez retrouver toute la programmation autour de l'exposition sur le site musée.isère.fr, musée au pluriel. Et nous serons heureux de vous accueillir à la Maison Bergès, qui est donc l'un des 11 musées du département de l'Isère dont l'entrée est gratuite. Une exposition à voir jusqu'au 17 mai 2026. D'ici là, la célèbre Psybrix vous propose des ateliers jeunes publics ou en famille pour réaliser votre propre univers hydro en Lego. L'Isère est multiple et c'est aussi ce qui fait sa richesse. Après des expositions consacrées aux Isérois d'origine italienne, grecque, arménienne, maghrébine et tzigane, le musée dauphinois se penche à présent sur la présence juive dans notre région depuis 2000 ans. Des familles et jeunes gens ont accepté de prêter leur témoignage sur leur sentiment d'appartenance au judaïsme. Au cœur du musée dauphinois s'ouvre un voyage rare. 2000 ans d'histoire juive entre Rhône et Alpes. Une exposition qui s'inscrit dans la longue démarche du musée, engagé pour raconter la diversité des origines et des cultures qui façonnent ce territoire. C'est une histoire qui est vraiment méconnue. C'est une histoire que nous avons souhaité partager à travers une frise chronologique sous la forme d'une bande dessinée. Ces illustrations réalisées par Anouk Glorieux permettent de voir à la fois cette question de géographie, d'extension d'un royaume, de tolérance ou au contraire de rejet de populations juives, mais en tout cas aussi ces temps où juifs et non-juifs vivaient ensemble. Si l'histoire juive ne s'est pas systématiquement transmise à travers des objets, le partenariat avec le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris a permis d'apporter son expertise scientifique et de prêter quelques pièces. Grâce à ces contributions, des vestiges rares sont présentés, précieux témoins du passé. Ce livre est un livre de promesses de dons. Et la particularité de ce livre, c'est qu'il est entièrement vierge d'écriture. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait d'un livre de promesses de dons à la synagogue et à la communauté de Cavaillon pour la fête de Shabbat. Et à Shabbat, c'est le temps du repos hebdomadaire. Donc on n'écrit pas, notamment. Le chef de famille allait se reporter à la page où son nom avait été écrit au préalable. Et pour ne pas écrire, eh bien, il lui suffisait de plier une petite partie de la feuille en marge qui correspondait à la somme promise à la communauté. Le lendemain, un précepteur venait récolter la somme promise. Et en suivant les dessins d'Anouk Glorieux, le parcours nous conduit ensuite dans une pièce consacrée aux traditions de la religion juive. Des illustrations racontent les migrations, nourries par les souvenirs d'une douzaine de familles grenobloises. Des témoignages qui révèlent également une place essentielle de la gastronomie et des grandes fêtes, du Shabbat au Yom Kippour. Nous arrivons au terme du parcours de l'exposition. En réalité, un grand nombre de questions se posent. L'exposition n'apporte absolument pas des réponses à tout et peut-être pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et cela correspond peut-être à une forme de pensée juive qui est celle de la blague.
Une blague très connue par les Juifs est « Pourquoi, quand on vous pose une question, à vous les Juifs, vous répondez par une question ? Pourquoi pas ?» Cette histoire juive est à découvrir gratuitement jusqu'en septembre 2026. Le musée dauphinois a d'ailleurs reçu le soutien de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Une manière de souligner la portée de l'événement qui se déploie ici, entre ces murs. Comme pour Brick Hydro, vous pouvez retrouver ces parcours dans nos émissions Visite guidée. Dans l'agenda également, le 29e Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez du 19 au 25 janvier. Cette année, la présidence du jury est assurée par la comédienne Audrey Lamy, qui a déjà souvent foulé les tapis blancs de l'Alpe. Repartons même en 2022 avec un prix d'interprétation féminine pour son rôle dans La Brigade. Elle sera secondée par Mélanie Douté, Alison Wheeler, William Lobgill et Baptiste Le Caplin. C'est l'un des rares festivals ciné où toutes les projections sont ouvertes gratuitement au public dans la limite des places disponibles. Les plus sportifs fileront dans le Vercors pour la 48e foulée blanche du 21 au 25 janvier à Outram-et-Audre. Prudents, les organisateurs ont décidé depuis l'an dernier de se laisser jusqu'au dernier moment en fonction des conditions d'enneigement pour communiquer les contours du parcours. Le département est toujours partenaire de la foulée des jeunes qui rassemble des centaines de collégiens chaque année. Avant le dimanche, les grandes courses populaires sur 5, 10, 21 ou 42 km. Si vous l'avez raté, le défi hivernal est toujours à votre portée du 7 février au 6 mars en lançant l'application Foulée Blanche. Et puis direction le massif de Beldon avec la rando étoilée le 1er février au départ de Pipé à partir de 17h30. Une nocturne de ski de randonnée sur un itinéraire balisé de 360 mètres de dénivelé et 6,8 km. Au programme de cette 3e édition, du ski pour tous les niveaux à partir de 11 ans et victuailles et tisanes gratuits pour se réchauffer. Si la sortie n'est pas chronométrée, ne traînez pas pour les inscriptions, les places partent en général très vite. Une navette au départ de Grenoble est également proposée. Isère Mag, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez raté une info, n'hésitez pas à aller voir le replay sur notre site. Vous pouvez également retrouver le magazine en version numérique sur isère.fr ou en version papier à l'hôtel du département ou dans les maisons du département. J'espère que vous avez apprécié ce numéro. À très bientôt.